mal. Salut à tous donc de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours sur le cours avancé de 72. Et là, on vous a fait toute une capsule sur la concentration. C'était un des points sur lequel José revenait pas mal. On avance un petit peu. Une phrase sur José sur pouvoir concentrer sur une chose. Et nous, on a parlé pendant 30 minutes. C'est très riche. Nous, on était focus sur l'idée. Donc, c'est donc la programmation en θ. Donc, vous voyez que la plupart des problèmes sont résolus en alpha et en bêta. Il affirme que peut-être 10% des problèmes peuvent être résolus par θ, qui est la psychologie des profondeurs, la psychothérapie profonde, la régression en âge, le type de régression en âge par revivification, le type de régression à l'âge mental. En hypnoanalyse, les deux types de régression de l'âge, l'un serait mental et l'autre revivification. Donc là, je vais pas tout lire, mais globalement, il donne son retour sur la différence pour lui entre alpha et θ. Et tout à l'heure, en continuant un petit peu, en lisant donc les jours qu'on suivit, il disait quelque chose d'intéressant. Il disait que le θ, il utilisait davantage pour soigner le physique et l'alpha pour le psychologique. Alors, on le reverra ultérieurement, c'est un peu plus loin, mais j'avais trouvé que c'était intéressant comme distinguo. Il utilise davantage θ pour le physique et alpha pour le psychologique. Tu avais déjà vu tout ça? Tu l'avais déjà entendu dire ça? Dans le sens que on sait que quand on doit programmer quelque chose qui est dans le système autonome, normalement, il faut être à niveau θ. Et c'est pour ça, justement, que même dans le cours de base, où tout est alpha, il y a une technique où on doit entrer en θ. Et c'est évidemment le contrôle de la douleur, le gant anesthésique. Et dans beaucoup d'autres cours aussi, on parle justement de la différence entre conscient, subconscient et puis inconscient. C'est vraiment le niveau qui est lié justement à la profondeur de l'hypnose, où on doit vraiment changer quelque chose que normalement on ne peut pas changer dans un esprit conscient. Justement, battement cardiaque, consommation de métabolisme, etc. Saigner, avoir mal, etc. Donc oui, je trouve que c'est normal. Mais c'est pas que le physique, évidemment. Pour nous, il y a plein de choses psychologiques qu'on trouve là aussi. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs cette différence. Alors là, pour ceux qui suivent un peu l'hypnose, on a deux obédiences majeures, en tout cas assez connues. L'obédience ericksonienne, qui vont avoir un discours qui est que la profondeur de transe n'a pas d'importance. Dit autrement, on peut gérer la plupart de nos problématiques au niveau alpha, on n'aura pas besoin d'aller au niveau θ. On a l'obédience hellmanienne qui va, elle, dire, pour être optimum, alors elle ne dit pas qu'en amont, tu ne peux pas être optimum, mais pour avoir une réponse optimum, il faudrait aller plutôt en θ, donc ce qu'on appelle le niveau somnambulique. Ce qui est intéressant dessus, c'est qu'effectivement, un des points clés de chez Hellman, et notamment un des tests que l'on fait pour voir si la personne est arrivée au niveau somnambulique, c'est-à-dire en θ, c'est de voir s'il est analgésié. Donc le gant analgésique que vous étudiez en 202 dans la méthode Silva. Et effectivement, on sait que il y a une échelle hypnotique, quand on arrive donc c'est l'échelle de Harons pour ceux qui connaissent, quand on arrive au niveau 4, on arrive au niveau hypnoanalgésie, et c'est ce moment-là où on sait qu'on commence à être dans le niveau somnambulique, le niveau somnambulique stabilisé. Effectivement, c'est le moment où on arrive au niveau θ, au niveau où le corps est impacté par la suggestion. À partir de maintenant, ta main, tu vas l'oublier ou tu n'auras plus aucune sensation et on peut pincer, tirer, etc. et la personne n'aura plus de sensation. La différence avec, et là c'est intéressant, la notion alpha, c'est que c'est donc avant θ. Okay, pour nous, sur l'échelle de Harons, ça serait l'échelle 1, 2 et 3. D'accord. Fin de l'échelle 3, on arrive à l'échelle 4 qui est donc analgésie. Ce qui revient à dire que on est en bêta avant de rentrer en transe, on rentre en transe, on arrive au niveau alpha, et puis on stabilise, il y aurait, mais ça c'est une vision hypnotique, mais il y aurait une stabilisation du niveau alpha.
Parce que la catalepsie mineure, c'est le début. Catalepsie majeure, c'est un peu mieux. Et blocage, amnésie, bah là, on arrive sur le troisième niveau alpha, qui serait le niveau le plus profond. C'est assez intéressant de voir que on peut faire un parallèle vraiment avec l'hypnose, que selon José, et là on reprend le discours des copains ericksoniens, hein, qui disent oui, on n'a pas besoin d'aller profond pour faire de l'hypnose et avoir des résultats. Ce qui est vrai, on l'a vu, hein, sinon l'hypnose ericksonienne n'existerait pas depuis aussi longtemps avec des feedbacks aussi positifs. Eux, ils ne cherchent pas à aller en θ, donc au niveau somnambulique. Ils ont des feedbacks. Et José dit, 90% des problématiques qu'on a, alors la différence qu'il y a entre l'hypnose dont je vous parle, c'est de l'hétérohypnose, et ce qu'on fait en méthode Silva serait plutôt associé à de l'auto-hypnose, c'est-à-dire on le fait par nous-mêmes. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire, OK, par nous-mêmes, on n'a peut-être pas besoin d'aller particulièrement loin. Et là, je trouve qu'il y aurait une réflexion à apporter parce qu'il est vrai que, à moins de s'entraîner beaucoup, il n'est pas toujours aisé pour les personnes de maintenir le niveau somnambulique sans déconnecter. C'est sans te laisser basculer dans cette espèce de transe où tu es complètement passif et du coup, tu n'es plus du tout actif dans ton cheminement. Alors qu'en alpha, tu es toujours maître de ta session, de ton imagination, de tes autosuggestions, etc., etc. Et c'est vrai qu'en θ, à moins que tu aies l'habitude de gérer le niveau somnambulique, il arrive très souvent que tu rentres dans des transes dites léthargiques, c'est-à-dire que tu es un peu super passif. Et c'est exactement une des critiques qu'avait José à dire l'hypnose vous rend trop passif, c'est quelqu'un d'autre qui fait pour vous, qui vous dit les choses. Et effectivement, sur un travail personnel, si vous allez en θ sans le maîtriser, vous allez vous laisser absorber et avoir cette sensation de je me suis endormi. Alors qu'en alpha, logiquement, vous devriez rester constamment dans cette capacité à gérer ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu confirmes ou infirmes ce que je suis en train de partager, Lee? C'est très bien exprimé, oui. Tout à fait. Donc, on est vraiment sur cette notion-là. Pensez bien, vous maîtrisez bien avec la méthode Silva votre niveau alpha, parce que vous allez pouvoir gérer 90% des éléments de votre quotidien, des problématiques que vous pouvez avoir. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est quelque chose où, et c'est peut-être quelque chose qui peut aussi vous dire si vous êtes bien à votre niveau ou pas, vous n'êtes pas en train de perdre pied. Vous avez toujours cette capacité de sélectionner, de décider, de choisir les choses et du coup de faire évoluer ce qui se passe dans votre tête et pas subir des flashs ou des trucs qui peut-être pourraient vous déranger à un moment donné parce que vous ne contrôlez plus, en tout cas vous n'êtes plus en mind control si on reprend la sémantique de José. Oui, je ne suis pas forcément d'accord pour 90%, mais quand même, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand même en alpha sans avoir à aller dans cet état passif et d'avoir quelqu'un qui nous guide, tout à fait. Tout à fait. Alors oui, là c'est un petit truc pour nous, mais j'ai suivi ces cours. Donc, attends. Il n'est pas conscient, c'est dans le mouvement subconscient soi-disant, il est programmé, il est à bon niveau où il peut être programmé maintenant. Le Cron prétend avoir enseigné à de nombreux médecins comment utiliser le système modifié dans une certaine mesure pour diagnostiquer des zones obscures chez le patient. Et j'ai parlé à plusieurs médecins qui sont effectivement venus au cours et ont dit qu'il l'a utilisé. Alors, j'ai suivi ses cours. Il a suivi les cours de Leslie Lecron, d'accord? Donc, reprends je vous en avais déjà parlé sur une autre capsule qu'on avait fait avec Lee. On a passé du temps avec Lee, un moment sur un livre de Lecron où j'avais trouvé que ce qu'il disait était proche de ce que José disait à certains moments. Et on a passé du temps sur ces réflexions-là. José parlait de 3 éléments, lui il en parlait de 7. On les a traités. N'hésitez pas à regarder. Mais ceci explique cela. Lecron est donc l'un des profs d'hypnose de José. Ça, c'est plutôt. Et oui, effectivement. Et attends, mais là, ça donne des choses intéressantes. Lecron sur la façon de faire cela, comment diagnostiquer quelques maladies avec le pendule. Alors, je vous rappelle que Lecron est
on va dire, le père fondateur dans l'hypnose des gestes idéomoteurs. C'est-à-dire, pour ceux qui font de l'hypnose, où parfois vous allez avoir un opérateur, un hypno, qui va vous dire ton index quand il va se lever, ça veut dire oui, ton pouce quand il va venir, ça veut dire non. D'accord? Et logiquement, le crâne en avait toujours un troisième, on pouvait dire le petit doigt, je ne sais pas. D'accord? Donc, le crâne travaillait sur les gestes idéomoteurs. Et une façon de travailler les gestes idéomoteurs, très très classique, c'est le pendule. Et le pendule permettait de rentrer dans sa transe, d'avoir une réponse du subconscient. Et souvenez-vous du 404, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la communication subjective, on laisse notre subconscient ou notre supraconscient, après à vous de le traduire comme vous avez envie, donner de l'information et dire oui, non, etc. Tiens, ça pourrait être marrant de faire des cas, mais avec le pendule. Tu sais, parce qu'au bout du compte, c'est un peu ça peut donner pour certains qui sont un peu plus kinesthésiques, peut-être une espèce de ça veut dire oui, tu vois, j'ai une idée, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Et tu vois, ça peut être marrant, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'elle est entre, je sais pas, 10, 15 ans, 20, 25, et voir ce que ça fait. Et ça pourrait être marrant de voir en fin de séminaire comment ça agit. Peut-être pour les gens qui sont convaincus qu'ils n'ont aucune intuition, on ne peut pas faire les cas, qui est quand même assez rare, parce que tout le monde, oui, on pourrait le faire à un niveau totalement inconscient où ils n'ont pas justement la pensée qui va intervenir et interrompre, quoi. Oui, ça serait intéressant. En tout cas, ouais, intéressant, et ça explique aussi pourquoi il pouvait, alors là c'est dans les séminaires dont tu parlais, les ultimates que tu as pu faire, où vous pouviez utiliser le pendule et autres, il avait été fait, mine de rien, non pas à ce qu'en France on pourrait appeler de la géobiologie, etc., mais à de l'hypnose avec du pendule, mais pas du pendule en mode tu vas t'endormir, mais du pendule en mode geste idiomoteur, c'est-à-dire répondre à quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de soi. Ça, c'est quoi? Bon, ça c'est mon côté histoire de notre discipline. Je trouve que c'est cool de savoir qu'il a été élève de Leslie Lecron. Ok, alors là, on a fini pour la partie 2. Hop. On va aller sur... Ah oui, qui est beaucoup, beaucoup plus courte. Là, c'est la toute dernière partie du jeudi, et on commencera au fur et à mesure le vendredi. Donc, oui, alors on continue toujours sur de l'hypnose. D'accord, maintenant continuons. Les techniques soviétiques. Quand je vous dis qu'il a quand même une ouverture qui est quand même très intéressante, et là on parle de Lecron, qui a été un très 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 grand monsieur de l'hypnose américaine. Là, il nous parle des techniques soviétiques que nous pouvons utiliser, sont également utilisées dans le domaine médical, dans l'hypnose médicale. Il existe une similitude en ce qui concerne le type de classification auquel elles appartiennent. Par exemple, si nous utilisons les sens physiques du sujet, nous disons que c'est une technique objective. Et là, c'est intéressant, parce que son point de référence, c'est l'hypnose soviétique pour cette sémantique-là. C'est marrant. Oui. Tu vois, c'est la première fois que parce que tu te souviens, c'était un de nos débats. Moi, je te disais, j'adore cette sémantique objective-subjective. Et bon, on l'avait acheté, et tu m'as dit, oui, mais il a un peu changé quand il commençait à y avoir cerveau gauche, cerveau droit. Il utilisait moins objectif-subjectif, mais plus cerveau gauche, cerveau droit. Mais c'est vrai qu'on ne s'était pas posé plus la question. Le texte a toujours été objectif-subjectif. Exactement. Mais dans les explications qu'il a parlé de hémisphère gauche, hémisphère droit, parce que c'était très à la mode, tout le monde a compris ça beaucoup plus rapidement en fait que objectif subjectif. Mais oui, ça a été là depuis le départ. Mais origine soviétique, j'avais aucune idée. Bizarre. Ouais, je te dis, ce cours avancé est bluffant en termes de. Oui. C'était toujours en formation. Pendant que moi, quand je suis arrivée, c'était déjà stabilisé. C'est comme ça qu'on fait. Et c'était plutôt comment le distribuer autant que possible. On n'était plus dans le stage découverte, quoi. Et là, pendant ce moment, 72, c'était clair qu'il était toujours dans recherche, découverte, exploration. Oui, c'est chouette.
Ouais, ouais. Mais c'est ce qu'on disait, hein. On sent vraiment que sur ce séminaire-là, il est en train de proposer tout ce qu'il n'a pas pu proposer à son cours de base. Ouais, Et tu vois, ouais. on n'a pas des audios de ces cours de base entre 70 66 et de quoi, du début des années 70, parce que ça serait marrant de voir et d'écouter ce qu'il a dit à l'époque. Je suis sûr Sauf que son qu'il y avait des audios, ça serait ce qu'il y avait avant les cassettes quand même. ouais, Et tu te ouais, rappelles aussi que Ed nous a dit que c'était très rare que José permettait d'enregistrer. je me souviens, ouais. Dommage, dommage. Parce que on voit quand même qu'à ce moment-là, c'était, comme tu l'as dit, hein, c'était pas structuré comme aujourd'hui. C'était vraiment cette époque de partage. Mais tu sais, j'ai eu la même chose en réétudiant un peu la PNL. Tu sais, j'ai fait un petit ouvrage de comparaison avec la PNL et la science. Et donc, je me suis amusé à regarder des vieilles vidéos. Et c'est marrant de voir Wendler qui est devenu complètement aigri et énervé avec le temps dans les années 80, même fin 80, début 90, tu voyais à quel point il était passionné par la PNL. Ouais. Vraiment passionné, tu vois. Tu voyais qu'il expliquait des choses, il prenait le temps, les gars ne comprenaient pas, il reprenait ce qu'il venait de dire en changeant sa sémantique. Tu sentais qu'il n'était pas blasé, pas saoulé, pas agacé, et qu'il n'en avait pas fait un. C'était un business déjà, mais qu'il était encore dans le plaisir de ses découvertes, son partage, ses réflexions, etc. Pour moi, l'avoir vu déjà deux, trois reprises, aujourd'hui, il n'est plus du tout comme ça. Il fait son boulot en professionnel, il sait ce qu'il va dire, comment il va le dire, et puis Ouais. voilà. Oh là. Ouais, il est. Ouais. Nous, on ne va jamais être comme ça à l'époque. Ah non, non. Ah non, 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 il faut pas, il faut pas. Faut pas, c'est dommage, c'est dommage, et on sent qu'il n'y a plus il y a plus la flamme. Mais, C'est mais, dommage. mais, Mais ce qui est marrant, c'est d'avoir retrouvé des vidéos où justement il était encore complètement enflammé, complètement à fond dans son système. Et j'ai un peu cette impression avec José où on sent cette énergie incroyable Oui. ce partage qu'il veut donner. Mm, mm, mm. Alors, donc, par exemple, si nous utilisons donc le sens physique du sujet, nous disons que c'est une technique objective. Si nous utilisons les sens euh, ouais, physique du sujet pour entrer dans la dimension pour la première fois, le concept de première entrée dans le niveau, ils appellent ça une induction. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une sémantique purement hypnotique. Oui. Une induction peut être un type d'induction objectif lorsque les sens physiques sont utilisés pour participer à l'induction initiale. C'est amusant ça, hein, que il va parler d'induction objective parce qu'on y met le physique. Maintenant, lorsque nous utilisons l'imagination du sujet, alors ce système ou cette technique est appelée technique subjective. Donc, là, il est en train, et c'est intéressant là pour les plus hypnos d'entre nous, il fait un distinguo au travers on va dire, de l'hypnose russe, de dire une transe ou une induction peut être objective quand vous allez utiliser au maximum le corps. Ça va être une induction subjective quand vous allez utiliser majoritairement l'imagination. Mm. C'est marrant le changement. Mm. Euh, alors, maintenant, sous chaque classification, qu'il s'agisse de l'utilisation objective des sens physiques ou de l'imagination du sujet, il y a une ventilation sous chaque rubrique comme une méthode passive, très lente, peu d'activité, ou dynamique, il se passe beaucoup d'activités. Autoritaire, le sujet n'a pas le choix, ou permissive, où le sujet a du choix. Donc c'est intéressant, là il est en train vraiment de décrire les différents types d'hypnose qui peut exister. Ok, ensuite nous pouvons. Okay. Ah oui, ensuite nous pouvons passer à, par exemple, celle que vous avez traversée dans votre conditionnement ou le 1-0-1, la relaxation progressive, par exemple, ou la lévitation des mains, que vous devez regarder votre main droite, ne pas la quitter un seul instant, et ainsi de suite. Soit dit en passant, c'est une très bonne technique pour trouver de plus grandes profondeurs d'esprit. La technique de lévitation des mains, donc là, il est en train de parler d'approfondissement. Mhm. Mais vous devez vous y tenir.
N'aidez pas votre main du tout. Laissez faire, laissez-le arriver tout seul. Et lorsque la main commence à léviter d'elle-même, vous entrez dans une dimension subjective de l'alpha ou du θ, c'est-à-dire la dimension. C'est amusant hein, comment il segmente sa réflexion pour nous amener vers les dimensions subjectives, les dimensions objectives. Ce que lui, il appelle dimension, en fait, moi, dans ce que je retraduirais, c'est une transe. La dimension, c'est sa transe. À partir du moment où il est rentré, justement, où il y a eu un phénomène hypnotique, il arrive à une dimension, objective ou subjective, mais c'est l'équivalent d'entrer dans sa transe. Ouais. Donc, en fait, vous restez avec l'idée en tête que cette main va léviter et continuer à la regarder. Ne pensez à rien d'autre. Donc là, on est à nouveau sur le principe de focalisation, qu'à votre main et qu'elle va léviter tout ça. Lorsque votre activité cérébrale devient si passive, vous maintenez cette idée, cette attente, cette impression dans votre cerveau. Votre esprit qu'elle va léviter. Au moment où elle lévite d'elle-même, c'est la troisième dimension juste là. Elle monte toute seule maintenant. C'est une très bonne expérience pour ceux qui n'ont jamais vécu quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant de voir comment il décrit l'ensemble du processus. Est-ce que tu as dit qu'on arrive au niveau 3 ou Ouais, c'est ça. Il fait. Donc, on arrive en θ1. Ne pensez à rien d'autre. Au moment où elle lévite d'elle-même, c'est la troisième dimension. C'est quoi la troisième dimension? Je me suis fait la même réflexion. Il n'a pas mentionné ça du tout auparavant. Non. Mais tu vois, juste là. Mais là, il ne donne pas plus d'infos. Ah. Il ne donne pas plus d'infos. On verra, peut-être qu'il en donnera plus tard. Oui, peut-être. On espère. Troisième dimension. Okay. Il a parlé d'objectif et subjectif comme si c'était deux dimensions, mais comment on peut avoir une troisième? Je ne sais pas du tout. Ok, pas d'interrogation, on laisse pour le moment. Ouais. Une personne pourrait apprendre le contrôle de l'esprit par elle-même. Alors ça, j'ai bien aimé, c'est une question donc, que quelqu'un lui posait et dit, donc est-ce que quelqu'un pourrait apprendre sans avoir été conditionné en amont? Et une personne pourrait apprendre le contrôle de l'esprit par elle-même en pratiquant simplement au moment où elle se réveille le matin. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il revient sur, vous pouvez apprendre à exploiter votre niveau alpha le matin, quand vous vous réveillez. Gardez simplement les yeux fermés. Il y a de fortes chances que ce soit plus que suffisant pour toute autre chose. Maintenant, ici, visualisez, programmez-vous, faites ce que vous voulez faire, puis apprenez à utiliser vos commandes d'esprit jusque-là. C'est la chose la plus simple. Vous pouvez développer une énorme compétence en autoprogrammation et en utilisant le transfert de pensée et ainsi de suite. Si vous vous entraînez juste avant de vous lever de votre lit pour rester dans le lit et fermer, pour cela, rester dans le lit et fermer les yeux. Pour pratiquer les yeux fermés. Alors, il explique aussi, hein, si éventuellement tu t'endors, tu t'assois et tu te mets pas en position pour dormir, sinon tu te rendormirais, c'est un peu le problème. Donc, ça, beaucoup cité dans les livres la méthode Silva pour les gens qui ne peuvent pas faire les cours. On doit pendant plusieurs semaines, tous les jours, tous les matins, faire un compte à rebours. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans l'exploitation de la transe naturelle pour réussir à en devenir, pour en créer un phénomène d'habituation et un ancrage pour que vous puissiez retourner naturellement. Ouais, là, ça aussi, c'est sympa. C'est un peu comme essayer d'apprendre l'auto-hypnose par soi-même. Alors, après, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends ce qu'il veut dire. Une personne sur 1000 réussira. Mais si vous pouvez être formé par un hypnotiseur médical, peu importe, un hypnoanalyste, etc., il le fera et il vous permettra de vous guider dans votre développement, votre apprentissage, etc. Donc, c'est en gros, apprendre par soi-même, on peut le faire, mais c'est toujours plus simple. Souvent, en hypnose,
Moi, ce que je disais aux gens, c'est si vous voulez travailler l'auto-hypnose, n'hésitez pas d'abord à aller faire une séance d'hypnose avec quelqu'un pour avoir un point de référence. Donc, ça, on connaît bien la méthode. Un point de référence de ce que vous allez vivre. Ah, ok, quand je suis en France, je ressens ça. Voilà. Et c'est un peu une orientation possible que vous pouvez avoir en auto-hypnose et vous dire, ok, bah, j'irai dans cette direction parce que c'est les points que j'ai remarqués quand quelqu'un m'hypnotisait. J'ai l'impression d'être en transe quand il y a tel point de référence, donc je tente de les récupérer. Au départ, si on le fait sans point de référence, on se dit tout le temps, mais attends, mais je ne suis pas en transe. Parce que parfois, on a des attentes excessives qui fait qu'on ne sait pas ce que représente être en transe, comme on ne sait pas ce que représente être en alpha ou en θ, etc. etc. Voilà. Et la dernière, non, les deux petites dernières, et après, on aura fini le jeudi. La méthode de relaxation fractionnée est une autre excellente méthode. Et que vous avez parcouru dans le 202, donc le fractionnement. Donc c'est intéressant, il parle de l'induction progressive, relaxation progressive. Il parle du fractionnement, qui est une autre manière d'emmener en transe. Maintenant, vous devez toujours suivre en vous laissant aller dans la dimension ce que vous allez faire à chaque fois que il y aura des suggestions. Donc, c'est tout le processus inductif qu'il propose. Hop. Donc, ça, c'était. Pour le fractionnement en 202, et il n'utilise pas comme en Allemagne, par exemple. Il utilise plutôt, on fait toute une séance, on sort et on fait 5 ou 6 séances par jour. Tu crois que c'est ça qui veut dire par fractionner? C'est le fractionnement, ça va être le fait. En fait, je pense qu'il fait la différence entre le premier où on fait vraiment une relaxation progressive pour emmener une personne en transe, et après, juste faire, vous faites un exercice, vous ressortez, on vous redonne un exercice, vous y retournez, et là, on est en pur fractionnement. Ce qui fait que sur les jours, on est complètement barré. Et enfin, la dernière chose, principe des 3 jours. Ah oui, ça, j'ai trouvé intéressant. Qu'est-ce que les 72 heures que vous avez expliquées? Donc, il parle très régulièrement de 72 heures pour travailler sur des problématiques et autres. Nous allons en parler davantage, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'autant que nous l'avons fait ici, nous avons constaté que lorsque nous sommes devenus déterminants pour provoquer un changement spectaculaire, ce changement particulier où nous avons pris le bon contact est toujours déclenché dans les 72 heures. Nous ne connaissons pas la raison, c'est juste qu'autant que nous l'avons fait, nous avons remarqué que c'est un facteur qui apparaît au bout de 72 heures. Encore une fois, en essayant d'enquêter là-dessus ou d'essayer de donner un sens à cela, nous trouvons que dans la Bible et les Écritures, l'affaire des 72 heures apparaît fréquemment. Bon, c'est la résurrection du Christ, etc. etc. Mais tu avais déjà entendu parler de ces histoires des 72 heures? Ça arrive quand même souvent en Sylvain. Déjà, bien qu'on parle du verre d'eau dans 24 heures, il a souvent dit, mais tu laisses quand même 72 heures. Dans le centre de la galaxie, on laisse 72 heures. Quel autre? Il y a une autre référence à 72 heures. Ah oui, ça, c'est pas dans le texte, mais il dit souvent que quand vous avez programmé le miroir de l'esprit, vous programmez pendant 72 heures et puis vous attendez et vous analysez qu'est-ce que vous avez eu comme feedback. Donc, ça revient régulièrement. C'est intéressant aussi qu'il y a beaucoup de cultures qui ne vont pas enterrer quelqu'un avant 72 heures. Il faut 72 heures pour vraiment accomplir un changement physique, mental, spirituel, etc. Oui. Et puis, référence justement aux Bibles. Ouais. On verra, parce que, comme il dit, il reviendra dessus un peu plus tard, mais j'ai trouvé que c'était intéressant cette phase-là. Donc là, on est arrivé à la fin du jeudi, donc la deuxième soirée, on entamera la troisième soirée du vendredi la prochaine fois. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure ou tout a été dit pour toi? Il y a des questions, bien sûr, à répondre, mais ça va venir. Oui, mais non, on a bien dit, je suis très contente avec tout cela. Et c'est vrai que ça m'a donné des idées pour une... Il y a quelque chose que tu as dit m'a donné des idées pour une cliente, là. Oui. Merci. Si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra plus.
possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci à toi, Ali, et à très vite. Ciao, ciao. Ciao!